Alors, il y a Einstein qui disait que ce n'est que pure folie que de penser régler un problème avec l'état de conscience qu'il a créé. Ce n'est que pure folie que de penser régler un problème avec l'état de conscience qu'il a créé. Donc, je dis que je cite de mémoire, je ne suis pas très sûre de la formule, mais c'est ça que j'ai retenu. Et, euh, et c'est incroyable à bien des égards. La première, c'est que déjà, ça aide l'humanité sur plein de points. Si on considérait que les problèmes auxquels on faisait face n'était qu'une invitation à un changement d'état de conscience, je pense que on éviterait plein de choses, quoi. On éviterait beaucoup de choses, quoi. Et donc, à ce niveau-là, c'est une avancée. C'en est une autre parce que ça nous invite à changer de perspective. Face à un problème, je pense que c'est assez contre-intuitif parce que ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on essaie les clés qu'on a en main et on ne va pas chercher la clé adéquate ni chercher à construire une nouvelle clé pour la serrure, mais on tend à essayer toutes les clés de son trousseau. C'est-à-dire face à cette serrure-là, c'est comme si on était dans le noir et qu'on forçait des clés pour voir laquelle va ouvrir la porte. Alors que ce qu'Einstein propose, c'est de regarder la serrure avec la lumière si on est dans le noir et de voir la forme, de l'identifier pour pouvoir trouver, et ça le cerveau sait très bien le faire, pouvoir trouver la clé qui entrera quoi facilement. Et si c'est pas le cas, bah, créer une nouvelle clé. Comme ça, on ne passe pas 1000 ans à essayer des trousseaux de clés. On s'évite de la frustration et beaucoup de choses au passage. Si ça s'arrêtait là, cette citation serait déjà incroyable, je pense. Et peut-être d'ailleurs que ça s'arrête là. Mais mon propos aujourd'hui, il n'est pas cela spécifiquement, mais il est d'utiliser cela pour mener une réflexion autre. Pendant très longtemps, justement, j'ai été, enfin pendant très longtemps, non, toute ma vie, je suis facilement l'autre, la bizarre ou la particulière, voilà. Celle qui dénote. Pas spécifiquement dans un mauvais sens, hein, peut-être parfois dans un mauvais sens, mais en tout cas celle qui dénote. Et je me rappelle encore au collège, je sais pas si c'est au collège, non, c'est au lycée. C'était au lycée, euh, où j'avais cette amie-là qui me disait Fatoumari, tu sais, tu es bizarre. Mais de toute façon, c'était pas la première, c'était quelque chose à répétition, tu es bizarre. Et bon, moi je me disais, je crois naïvement que tout le monde l'était un peu et que ça devait être un compliment ou une critique à répétition pour absolument tout le monde. Mais je pense que je me trompais. Ouais, je crois. Et donc du coup, ouais, elle m'a dit, enfin, mais sur un ton très sérieux pour m'informer de quelque chose, que j'étais bizarre. Et moi, je lui ai répondu, comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire que j'étais bizarre? Donc tu vois, les questions, ça date, hein. Bref. Et donc, elle me disait qu'elle savait pas. Elle ne sait pas comment exprimer pourquoi j'étais bizarre, mais que j'étais bizarre. Et donc, du coup, à l'époque, je prenais pas du tout ça au sérieux, quoi, parce que je me disais, ben, c'est pas possible, tu peux pas venir me dire un truc sur moi euh, et être tout à fait incapable de m'expliquer. Enfin, ouais, non, j'étais assez, comment dire. Disons que le fait qu'elle soit incapable de m'expliquer faisait que je ne pouvais pas, je ne la prenais pas au sérieux. Même si j'ai gardé ça dans mon coin de ma tête du moment où je m'en rappelle. Mais c'était pas un truc auquel je pensais nuit et jour, enfin je crois du moins. En fait, t'es bizarre, je m'en foutais plus ou moins, quoi. Et, euh, et on va dire que je suis restée quand même dans ce je m'en foutais et dans ce je ne savais pas pendant assez longtemps. Tout en ayant quand même une petite conscience, une toute petite, mais vraiment une toute petite conscience
de voir les choses relativement différemment, quoi, d'avoir une sensibilité au monde et j'entends par sensibilité vraiment un regard et une façon d'analyser, de percevoir les choses et de les vivre relativement différentes aux gens. Mais pendant très longtemps, je pense que ce qui m'a, ce qui a favorisé le fait que je ne m'en rendais pas compte, c'est que j'échangeais souvent avec des gens qui n'étaient pas, on va dire, qui n'étaient pas ceux de mon âge, quoi, pour faire simple. Et donc, du coup, bah, je ne pouvais pas paraître bizarre parce que je ne pouvais pas paraître bizarre parce que tout simplement ces gens comprenaient ce que je racontais et qu'il y avait un échange qui avait de la substance, quoi. Maintenant, beaucoup plus tard, j'avoue à bien des égards, quand même, j'ai changé de chambre, quoi. Parce que mon fonctionnement était simple. Souvent, je m'ennuyais quand j'étais avec les gens. Enfin, je m'ennuie toujours. Quand il y a certaines discussions, quand je suis dans certains environnements, quand on parle de certaines choses, etc. Je m'ennuie. C'est pas contre des gens, c'est juste que je m'ennuie. Ça n'a absolument rien à voir avec les gens. Et du coup, justement, ce que je me dis, c'est que tu n'es pas dans le bon environnement, quoi. Tu t'ennuies, c'est normal. Donc, il va falloir trouver quelque part d'autre où tu t'ennuies pas, où tu pourras exprimer les choses, les dire d'une certaine façon, etc. Bref. Et quand même, à plusieurs reprises, je crois, dans la mesure du possible, j'ai changé de chambre quand même. J'ai changé de chambre. Et à chaque fois, je me disais, c'est juste que... Et c'est toujours le cas, hein, je pense. Tu n'es juste pas là où tu dois être, quoi. Les sensibilités ne s'accordent pas. Il faut juste que tu te déplaces, c'est tout. Mais quand même, les choses ont... Enfin, je me suis beaucoup plus interrogée parce que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Vu que j'étais totalement... j'étais totalement dans... C'est pas un déni, quoi, mais... Comment dire je ne percevais pas les choses comme les gens les percevaient. Et je n'intégrais pas leur perception. Ah, c'est ça, je n'intégrais pas leur perception dans ma perception. Et j'étais tranquille. Même si quand même, je pouvais remarquer que à la fin, parfois, d'une soirée avec des gens, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue, quoi? Et d'ailleurs, je pouvais même anticiper ce qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue? Mais parfois, j'y allais parce que j'avais juste envie de voir ces gens-là. Mais je pouvais anticiper ce qu'est-ce que je fous là. Et plus tard, c'était vraiment par mes lectures, par mes écritures, puis mes écrits, que sur des choses qui, moi, parce que je les ai écrits, je crois, mais tout simplement parce que je pensais aussi très sincèrement que c'était d'une évidence plate, c'était pas le cas. Et de toute façon, je trouve que ça aussi, c'est un mécanisme purement humain, que de penser que les gens pensent comme nous pensons. Eh bien, je sais de toute façon que les gens ne pensent pas comme nous pensons, mais on s'accorde souvent à dire qu'on a comment dire, qu'on a une évidence de base. D'ailleurs, j'ai souvent challengé toute ma vie cette évidence de base-là, et j'ai très souvent dit aux gens, c'est pas parce que c'est évident pour toi que ça allait pour tout le monde. Mais je ne sais pas par quelle magie, euh, je ne m'appliquais pas ça sur certains points. C'était une réalité, hein. Franchement, c'était une réalité que je vivais, et c'est même mes amis qui me rappellent que c'était une réalité que je vivais, dans le sens où c'est eux-mêmes qui me disent que... Enfin, je les ai invités à adopter cette posture-là avec les gens, parce que souvent, quand ils parlaient de certaines choses, ou qu'ils se plaignaient, ou qu'il y avait une discussion avec quelqu'un qui avait des incompréhensions, que je leur disais souvent, c'est pas parce que c'est clair dans ta tête que ça l'est chez l'autre personne. Et qu'il faut exprimer les choses, qu'il faut les expliciter, et qu'on ne comprend pas toutes ces choses de la même façon, etc., etc. Mais je ne sais pas par quel miracle, je sais pas par quel miracle, dans ma tête, justement, je ne m'appliquais pas spécifiquement ça. En tout cas, pas sur tout. Il est clair que je me l'appliquais sur certains points, mais quand il s'agissait de... Je pense que je sais pourquoi je ne me l'appliquais pas, mais ici, c'est pas le point. Je ne m'appliquais pas à cette chose-là, en fait, de c'est pas évident. Je cherchais à éviter quelque chose. Mais bref.
Et donc, j'étais dans ce truc-là d'incompréhension et et de changement perpétuel de chambre, quoi. Sans me poser la question à un niveau personnel. Jusqu'au jour où il n'y avait plus d'autre choix que de se poser la question. Et je me suis posé la question. Et quand je me suis posé la question, j'ai fait quelque chose d'autre, c'est que j'ai intégré justement la réaction ou comment dire, la façon dont les gens pouvaient percevoir les choses, en fait. J'ai intégré, j'ai même fait mieux. J'anticipais souvent leurs commentaires ou leurs réactions ou leur façon de voir les choses avant même que je ne les ai dit au fait. Et il est clair que je me trompais hein, sur certaines choses, sûrement, mais j'avais quand même juste sur pas mal de points quoi. Je pouvais savoir que si j'exprimais cette idée-là de cette façon-là à cette personne-là, il y a de très très fortes chances qu'elle y réponde de cette façon-là. Ou qu'elle ne comprenne pas ce que je cherche à lui dire. Et donc, mes idées se trouvaient très souvent édulcorées, très 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 souvent, se trouvent, encore aujourd'hui, même si je tends à sortir de ça, se trouvent très souvent édulcorées parce que, justement, en face, je sais qu'on ne doit pas comprendre les choses comme je les ressens. Et finalement, c'était pas juste une question de traduction. Et d'ailleurs, il me semble qu'à un moment donné, j'ai utilisé ce mot-là pour parler de moi. Mais ce n'était pas juste une question de traduction, parce que quand on traduit, quand même, on reste assez fidèle à l'idée de base, à ce qu'on cherche à exprimer. En tout cas, on essaie du moins qu'on peut, même s'il y a toujours de la trahison dans la traduction. Mais là, c'était autre. Là, c'était vraiment... on rend les choses audibles, ce qui est très différent dont on les traduit. Et parce qu'on on rend les choses audibles, j'exprime moins ce que je pense. Parce que je cherche à les rendre audibles aux gens. Et du coup, oui, à un moment donné, je me suis quand même posée avec moi-même. Et c'est absolument pas ce que je veux parce que je me rends compte que non seulement j'exprime pas les choses proprement, comme moi je les veux, mais que je les exprime comme la personne, je pense déjà, pourrait les entendre. Ce qui est biaisé, parce que c'est totalement faux de penser à la place de l'autre. Et encore une fois, c'est pas dans tous les domaines. Mais dans des réflexions spécifiques, quand même, je dois avouer que c'est un travers que je cherche à... que je suis activement en train de changer. Et donc, Einstein, le voilà qu'il intervient. On va dire qu'il est pas... c'est pas que lui, mais je vais l'utiliser là, m'aide quand même à changer de paradigme en fait et à me dire qu'il faut regarder les choses sous un nouvel angle. J'aime à croire, et j'aime à croire ça chez les gens que je vois totalement sensibles au monde d'une façon particulière et qu'ils l'expriment de la sorte, que c'est leur don, que que c'est leur participation, que c'est leur responsabilité. Au-delà d'être un cadeau du ciel, c'est aussi une responsabilité. Il me semble que quand on voit une situation d'une certaine façon, il faudrait pouvoir l'exprimer de sorte à peut-être inviter les gens à avoir ce pivotement-là, à voir les choses de cette façon-là. Et au-delà même de cela, les inviter eux-mêmes à toucher leur sensibilité et peut-être comme ça réinventer des solutions. Il me semble que ce qui a quand même façonné les choses au fil des années, c'est ces différentes façons de voir là. Ce n'est pas de... C'est pas de... En fait, c'est ces voix dissonantes. Voilà, tout simplement. C'est parce qu'il y a eu des voix dissonantes. Et quand on est forcément une voix dissonante, elle est dérangeante en fait. De façon positive ou négative, dérangeante. Elle le sera. Elle poussera à interrogation. Elle sera incomprise, etc., etc. Et ça fait partie du jeu, je pense.
que d'accepter tout à fait cette incompréhension-là. Et l'autre chose aussi, c'est que à chaque fois que quelque chose se révèle, et quand je parle d'exprimer des idées, ça va au-delà de dire les mots. C'est aussi être. Parce qu'on est, enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit viable que de dire des choses qu'on ne pense pas. De toute façon, au bout d'un moment, on se verra vite rattraper. Mais, et donc, pour moi, avoir une sensibilité, un regard au monde, c'est aussi être. Et parce on respire une chose, forcément, on attire à soi ce qu'on respire aussi. Et donc finalement, il ne s'agit pas d'aller chercher la chambre, parce que si on passe perpétuellement son temps à édulcorer les choses pour trouver la chambre correspondante, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Mais si on arrive à dire les choses exactement comme on les pense, pas par... Parce que le problème finalement, c'était la réception, mais sans se soucier cette fois de la réception, en tout cas sans se soucier d'elle de cette façon-là, mais se soucier d'elle d'une façon peut-être à chercher à rendre les choses explicites et non édulcorées, ce qui est vraiment une différence. Mais quand même les exprimer, et même parfois les exprimer et laisser la surprise se faire, la surprise et la poussée et le questionnement, ce qui déjà grandit la pensée, mais non seulement la grandit, la rend, comment dire, fait que les autres peuvent se l'approprier, et de la même façon qu'on peut s'approprier en fait l'idée et même la transformer en marche, en, comment dire, en cours d'explication, en cours de réflexion. Et déjà, pour moi, ça, c'est changer d'état de conscience. Et donc, en cela, Einstein m'aide parce que on dirait que le tonton, il s'est posé avec moi et il m'a dit, bref, Fatoumata prend des dates. Voilà comment on va faire. Mais plus sérieusement, en cela, justement, la démarche est différente parce que euh, là, on est tout simplement... On accepte la bizarrerie, on accepte d'être différent, on comprend, on n'est plus dans une... Parce que quand même le fait de ne pas le voir aussi est une entrave. C'est pas parce qu'on est aveugle aux choses. Et là, ça me fait penser au livre de Cher Hamidou Kane. L'un des personnages quand même qui m'a marqué, c'était le vieux qui priait, le vieux marabout, voilà, le maître coranique. Et en fait, il était totalement ignorant de sa condition, mais à un point, c'est-à-dire qu'il le savait, mais juste il ne voulait pas se l'avouer en fait. Il ne voulait pas se l'avouer par peur d'humilité, enfin, peur de perdre l'humilité en fait. C'est-à-dire que c'était lui qui dirigeait le royaume, je ne sais plus si c'est un royaume ou... bref, mais c'était lui qui dirigeait quoi, qui était le conseiller du roi, et le roi l'écoutait. Et c'était vraiment ces choses, ce qu'il disait, ce qu'il pensait, c'était vraiment lui qui dirigeait. Comme disait la grande royale, c'était lui la tête pensante du truc, c'était lui qui dirigeait. Mais justement, quand la grande royale lui a dit ça, c'était comme une vérité fracassante pour lui en fait. Ça a fait ressortir quelque chose dont il avait très peur. Et je pense que c'est ça qui a un peu... conduit en fait le village, merci, c'est pas un royaume, c'est un village, le village des Djalobé, à sa perte. Parce que si lui, il se rendait compte quand même de la responsabilité qui était sien et qu'il l'assumait, je pense qu'il les aurait conduits vers ce qu'il pensait être vrai et ce qu'il pensait être juste. Peut-être qu'il se serait trompé, peut-être. Mais il les aurait au moins conduits à cela, il l'aurait assumé, et peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais quand il s'est rendu compte de cela, et je pense qu'il s'est vautré dans une humilité qui n'est pas peut-être celle que je pense être humblement la vraie humilité, euh, celle de refuser en fait les honneurs. Mais je pense, ma réflexion, elle est celle-ci. Si on n'est pas en mesure de voir les bienfaits qu'on a fait pour nous, comment est-ce qu'on peut rendre grâce en fait? Comment est-ce qu'on peut être... comment est-ce qu'on peut être... Comment est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, si on n'est pas en mesure de s'en rendre compte qu'on ne sait pas donner ses mains qui bougent, comment est-ce qu'on peut remercier pour ces mains-là? Comment est-ce qu'on peut rendre grâce pour elles? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que justement, si jamais on ne se rend pas
pleinement compte de ce que ça représente que d'avoir une main, de pouvoir la bouger quand il n'est pas donné. Comment est-ce qu'on peut rendre compte et comment est-ce qu'on peut être humble face à celui qui nous l'a donné? C'est-à-dire que l'ignorance, pour moi, l'ignorance de soi-même, par refus d'humilité, c'est une perte parce que elle conduit à une non-gratitude parce qu'on ne peut pas rendre grâce pour quelque chose dont on est ignorant. Donc en fait, accepter sa condition, et là je parle du jeu Jalobé, s'il avait accepté sa condition, je pense qu'il aurait peut-être gagné en humilité et il aurait, comment dire, il aurait peut-être permis au village de prendre une trajectoire qui aurait été différente. Et en ce sens, moi, lui, il m'a vraiment marqué. En fait, c'était comme si vraiment Cheikh Ahmadou Kane, c'est ce qu'il cherchait à nous dire quelque part, que l'humilité, c'est pas de l'ignorance, c'est pas de ne pas voir les choses. On ne peut pas ne pas. Enfin, et d'ailleurs, rendre grâce, pour rendre grâce, vraiment, il faut pouvoir ouvrir les yeux sur les choses. Et donc, le fait de refuser de voir certaines choses dont on nous a fait grâce, quelle qu'elle soit, pour moi, c'est le meilleur chemin pour ne pas être, pour ne pas, comment dire, ressentir de la gratitude. Même si ça peut être un chemin vers l'orgueil, et je l'entends, ça peut être un chemin vers l'orgueil dans le sens où on peut penser, par exemple, que le beau sourire qu'on a, on est beau en fait. Enfin, je veux dire, on peut penser qu'on est beau et que bah, c'est parce qu'on est nous-mêmes qu'on est beau, quoi. Et que cette beauté a tout à voir avec nous-mêmes. On peut le penser. Mais on peut aussi se rendre compte que bah, on n'a rien fait pour. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pour avoir un beau sourire, ni pour être beau, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour? Et du coup, tout le bagage avec lequel tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour? Et pour moi, reconnaître cela, que ça ne vient pas de soi-même, et que justement, parce que ça ne vient pas de soi-même, c'est une responsabilité, c'est une charge. Et c'est fuir cette responsabilité-là, que de s'asseoir là-dessus, que de le réduire, que de le taire, que... Et justement, l'accepter, c'est accepter qu'on sera pointé du doigt, mais tant mieux qu'on le soit. Tant mieux qu'on soit pointé du doigt, qu'on soit vu différemment, et que le fait d'ailleurs d'être vu différemment invite les autres. Invite les autres à se voir différemment, d'une manière ou d'une autre. Et forcément, au début, ce sera déroutant, comme toute nouvelle chose. Mais ce sera déroutant en temps, et après cela, bah, ça redeviendra normal en fait. Ça deviendra tout simplement, on l'oubliera. Et justement, c'est un peu le cercle, c'est-à-dire que on passe d'un état où on est totalement ignorant et on vit dans une certaine normalité, on prend conscience, et le fait de prendre conscience doit nous ramener à cette normalité-là, mais de façon beaucoup plus poussée en fait, de façon beaucoup plus fine. Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, il faut marcher vers, il n'y a pas d'autre façon de faire les choses. On n'intègre pas quelque chose en ne le faisant pas. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas quelque chose en y pensant. Bien sûr, ça peut arriver. Mais dans un podcast, si je disais que pour moi, la connaissance, c'est vraiment quelque chose d'éprouvé, en fait. Et de la même façon, on intègre quelque chose, on avance vers quelque chose, on en fait réalité quand on marche vers ça, c'est-à-dire quand on est actif. Donc, si vous êtes dans cette zone-là, entre une idée, une pensée, un devenir, et je sais qu'il y a il y a ce moment de latence-là, tu vois, entre la construction, la réflexion, je suis en train de prendre le départ et j'y suis. Et souvent, on attend le moment, et il y a un moment pour y aller, mais euh, on oublie qu'il y a aussi la marche, quoi, pour y aller. Et de la construction elle-même, de toute façon, est une marche inconsciente vers ce truc-là. Mais c'est d'autant plus fort quand nous-mêmes, on prend l'initiative consciemment d'aller vers les choses. Donc voilà. Voilà un peu ce que cette citation de Einstein, en corrélation avec l'étranger que j'étais jusque-là et que sûrement je vais être de façon beaucoup plus assumée maintenant. Je me le souhaite. Souhaitez-le moi.
avait à vous partager. Et d'ailleurs, même si vous le remarquez, il y a toujours cette peur-là que je disais, enfin, si jamais je ne vous perds pas. Et peut-être que je vous perds, hein, mais c'est pas grave si je vous perds. Si jamais je vous perds, dites-moi que je vous ai perdu et je ferai l'effort d'expliquer. Et cette fois-ci, pas de diluer les choses. En vous souhaitant une excellente journée et en vous souhaitant de trouver votre sensibilité et mieux de la faire rayonner.